Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver ce 24 décembre 2025. Eh bien, nous sommes là dans ce nouveau numéro de votre émission, le Forum Politique. C'est un rendez-vous attendu cette fin d'année et il a tenu toutes ses promesses, tant sur la forme que dans le fond. Devant la représentation nationale, le président Patrice Talon a prononcé mardi 23 décembre 2025 ce qui restera sans doute comme son testament politique, son 10e et dernier message sur l'état de la nation. Un discours empreint d'une émotion rare, le chef l'a d'ailleurs confessé, mais surtout d'une vision idéologique assumée. Au-delà du bilan, mesdames et messieurs, le chef de l'État a théorisé ce qu'il appelle désormais démocratie de développement et a salué le miracle béninois, le nouvel état d'esprit, un changement de mentalité au Bénin qui selon lui a d'ailleurs rendu tout possible. Alors que la fin de sa mission approche, le pays est-il vraiment à l'abri de ses vieux démons? La question sera posée. Ce modèle béninois de démocratie comme facteur de développement et de promotion du bien-être citoyen est-il devenu irréversible? Pour en débattre, j'installe mes invités habituels. Bonsoir Georges Anagono, socio-anthropologue. Un plaisir de vous retrouver cette veille Noël. Ouais, me retrouver, c'est pour les dire aux gens que je n'étais pas là. Vous étiez là. Bonsoir Angèle, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir. Abandonné le combat. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, peut-être on le dira. Oui, effectivement, vous nous avez faussé compagnie là. Non, j'avais dit que vous avez eu un souci technique. J'avais averti par rapport à la batterie de l'ordinateur. J'avais averti. Parce qu'il faut, vous savez, on n'a pas le même système que les anglophones. Et à chaque fois que tu voyages. Non, j'ai oublié. Vous voulez que je me justifie devant les téléspectateurs? Non, mais pourquoi vous êtes parti? C'est ça la redevabilité. Chers téléspectateurs, je vous présente mes excuses. Voilà. Parfois, ça vous arrive comme ça d'oublier le nécessaire. Donc, j'étais pas avec mon ordinateur. Pour quelqu'un qui voyage, il faut avoir le sac disponible. Pour janvier, on va lui offrir un petit sac ou mettre tous les adaptateurs dedans afin que ça n'arrive plus. Bon. Un t-shirt de valise. Bonsoir téléspectateurs et bonsoir aussi aux techniciens qui se battent tous les jours pour que les gens puissent nous recevoir dans les bonnes conditions. Donc, content d'être là. Ravi de vous retrouver en présentiel. Bonsoir à vous, David Napoléon Maforeka, vous êtes notre consultant politique. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous les téléspectateurs. Joyeux Noël par anticipation. Merci. Et puis, j'espère que les domiciles sont parés et les lumières sont vives pour recevoir le Père Noël, les fatigables pour recevoir le Père Noël et surtout les cadeaux qu'il porte avec lui. Voilà. Et ceux qui n'en ont pas encore reçu. On est qu'à 21h30, donc il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il reste 2h30 et 24 heures plus, voilà. Bonsoir à vous, Joël Atei Guédégué, vous êtes expert en gouvernance. Bonsoir Angèle. Je vous annonce que le Père Noël vous a zappé. Bon, vous le dites. D'accord, c'est pas bien grave. Peut-être qu'il n'a pas été sage cette année. On examinerait la question après. Ok. Un conseil du Père Noël. Joyeux Noël aussi à vous par anticipation. Merci. Mesdames et messieurs, joyeux Noël par anticipation. Bon réveillon donc. Et nous, on revient dans notre débat. La question, nous allons parler évidemment de cette démocratie de développement expliqué ce 23 décembre par Patrice Talon, assumé d'ailleurs par Patrice Talon devant la représentation nationale. Mais bien avant qu'on en vienne dans le fond de cette question, je vais vous poser une question pour donc introduire nos échanges. Alors, Georges Anagono, quelle est l'image ou la phrase qui vous a le plus marqué dans ce dernier discours, dans cette dernière apparition de Patrice Talon au Parlement? Moi, c'est lorsqu'il a parlé de notre modèle de démocratie. Et donc, il a donné une définition que j'ai entendue sur d'autres forums. On a fait une nouvelle définition
démocratie. Mais donc, du coup, ce qui... Comme un facteur de développement et de promotion du bien-être citoyen. Voilà, du bien-être citoyen, il aurait pu dire bonheur social, parce qu'il faut faire effectivement aussi la différence bien-être citoyen et non bien-être social. Donc, on peut savoir peut-être qu'il est en train de parler du bon citoyen, ce qui est effectivement ce qui a été au centre de ses actions durant les 10 ans. Vous savez, lorsque vous avez une expression, que vous donnez un contenu et que vous sortez ça, ça permet aux autres de pouvoir commencer le débat à partir de là. Qu'est-ce que vous appelez, qu'est-ce que vous mettez dans votre concept et qu'est-ce que les autres y pensent. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'on aura à faire des commentaires là-dessus. C'est comme l'autre avait choisi dictature de développement, vous vous rappelez. Oui. Et donc, bon, voilà, le chef de l'État, c'est certainement, de par ses expériences de 10 ans, aujourd'hui, on peut dire que tout ce que le chef de l'État dit doit avoir son explication dans ce qu'il a vécu, ce qu'il a été en tant que président de la République, ce qu'il a été. Donc, dans le discours, certainement, on rentrera dedans tout à l'heure. Mais moi, voilà, c'est cette nouvelle définition de la démocratie qui a retenu votre attention. Absolument. Et vous, Agapit Napoléon Mafoikan, quelle est l'image ou la phrase de Patrice Talon qui vous a capté tout de suite dans ce discours du 23 décembre? Je pourrais dire plusieurs phrases. Il y a plusieurs phrases. Vous allez parler de nouvel état d'esprit. Et là, il a parlé du miracle. Le miracle, c'est le nouvel état d'esprit. Le nouvel état d'esprit. Donc, le miracle. Un miracle, c'est ce à quoi on n'a pas cru. Ou bien c'est ce qui est advenu. Je ne veux pas une définition de dictionnaire. C'est ce qui est advenu, ce qui n'est pas ordinaire. Ce qui advient comme par magie. Comme par enchantement. Un miracle. Le miracle béninois. Je pense qu'il est important de garder. Mais quelque part, vers la fin, il a évoqué également notre âme. Il dit, vous prenez en compte, mais je voudrais dire aux Béninois et aux Béninoises de l'intérieur et de l'extérieur que nous n'avons aucune raison de craindre l'avenir. Je veux leur demander de faire confiance au Bénin, de faire confiance aux générations successives, désormais actives pour notre bien commun, pour notre développement. Je veux leur dire, n'ayons aucune crainte. L'âme du Bénin veillera. Et le meilleur est à venir. Mais franchement, c'est un discours optimiste. Je connais le discours d'adieu de Béhanzin. Je connais le discours d'adieu de Béhanzin, compagnon d'infortune, derniers amis fidèles. J'ai vu dans ce texte du discours d'adieu de Béhanzin, version 2025, pas pour un roi qu'on déporte, mais pour un président qui finit son mandat dignement et qui a porté un rêve avec les Béninois et qui a envie que le rêve se poursuive, mais qu'au-delà du rêve, qu'on le transforme en réalité, en ce qui est devenu désormais le nouvel état d'esprit du Bénin. Et le meilleur restera toujours à venir. Donc, dans 5 ans, dans 10 ans, je garderai le rêve, le meilleur reste à venir. Et je pense que les plus jeunes, les générations successives, n'ont qu'à garder que le meilleur reste à venir. Ça nous donne des raisons de continuer toujours à travailler, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Et il dira que chaque Béninois devra donc apporter sa main pour fermer les trous de cette jarre. C'est le symbole de cette... Puisque c'est le chef de ce Parlement, effectivement. Je voulais bien tout le mot sur la dictature du développement. Jean-Jacques très bien fait de faire allusion. J'avoue que hier, j'ai vu le jeu de mots. Je ne sais pas si lui-même en était conscient en l'écrivant. Mais on a connu la dictature du développement. Là, maintenant, on connaît la démocratie comme facteur de développement. Moi, j'établis un lien entre les deux. On aura l'occasion peut-être d'y arriver. Absolument. Jonathan Guédégué. Discours empreint d'optimisme, beaucoup d'optimisme, parce que le chef de l'État a exhorté cette jeune génération à croire. Il a même dit que ce modèle qu'il assume complètement, on peut le perfectionner, puisque le Bénin n'est pas tenu de faire comme les autres. Le Bénin n'est d'ailleurs plus les autres. Le Bénin est une grande nation, je le cite à peine. Alors, dans tout ça, 26 minutes ou 25 minutes d'oral, qu'est-ce qui vous a séduit? Ce qui m'a séduit...
on aurait pu aussi dire qu'est-ce qui m'a répugné. D'accord. Pourquoi pas? Si elle veut donner le sens à la question. Non, le président a beaucoup joué de la métonymie dans son discours. Ceci étant, oui, mais il maîtrisait son jeu. Il a posé des questions embarrassantes auxquelles il s'est empressé de répondre sans embâche. Donc il a fixé le cadre de son discours. Il a donné à penser, et certainement qu'il le vivait, qu'une certaine émotion le traversait. Ça l'a humanisé par rapport au pouvoir, par rapport à l'altitude que représente le pouvoir. Et pendant qu'on descend, on se met au même niveau que d'abord les élus, qu'il a qualifiés de légitimes. Il a tenu à renforcer cela, parlant des représentants. Mais au-delà des élus, puisqu'il parle des représentants, donc il cherche à être en phase avec son peuple, avec ce peuple qui, par le suffrage universel, a donné mandat autant au président de la République qu'aux députés principalement. Une fois cela fixé, il n'est pas allé dans... je ne sais pas s'il faut rebondir sur l'analogie avec le discours d'adieu de Béhanzin. Moi, je n'ai pas vu de dimension tragique, contrairement à Béhanzin, même qui, dans un moment tragique, ne pleurnichait pas pour autant, mais il y avait une autre gravité que la gravité du président de la République hier n'était pas de la même nature, mais ça se voulait exhortation et assurance d'abord par rapport, puisque c'est la thématique même, c'est le discours sur l'état de la nation. Globalement, il a tenu à dire que ça allait, en tout cas, qu'il y avait la stabilité, qu'il y avait la sécurité et que le pays avait progressé et surtout changé dans sa tête. Donc le miracle, pour lui, c'est ça. C'est le changement d'état d'esprit, l'acceptation de l'effort. Si lui-même emploie le terme miracle, ça veut dire qu'il n'y croyait pas. Miracle, ça signifie quand même que c'est un vœu dont les chances de réalisation sont quand même assez minimes et dont la réalisation ne dépend pas de vous. En tout cas, à des causes exogènes. Et pour ce qui est de son mérite à lui, il ne le proclame pas seul. Chaque fois, il essaie de s'associer ou de l'associer avec celui du corps social, on peut dire, du corps politique. Donc, le reste, le surplus, le supplément, la surprise du chef ne vient pas non plus, ne tombe pas du ciel comme par enchantement. Ça a été provoqué par une exigence, par une introspection qui fait qu'on vit ou qu'on subit la démocratie autrement que comme revendication, que comme droit, que comme jouissance. Et chemin faisant, et particulièrement pour la classe politique, il n'a pas manqué de la prendre pratiquement de court, en la déstabilisant dans ce qu'elle doit comprendre de sa mission. D'accord. D'où l'emphase plutôt sur le devoir et non le droit. Alors si la démocratie de développement est comprise comme ça, je crois que ça lui convient. C'est le second point de notre débat. On y revenir. Le miracle, notre nouvel état d'esprit. Le miracle, si c'est la disponibilité des Béninois à aller dans le sens de l'effort, dans la renonciation à la facilité, oui, on peut s'étonner positivement d'en être arrivé là. Quelle en est la durabilité? Parce que les changements de mentalité, de comportement
se mesure sur la durée. On va l'évaluer tout à l'heure et c'est comme ça on ouvre le premier angle de nos discussions. Et Georges Anagono, on commence par vous. Est-ce que ce nouvel état d'esprit décliné par Patrice Talon est une réalité sociologique ou une volonté politique? J'aime pas trop ce mot, mais je vais l'utiliser, imposée. Peut-être pas trop, parce qu'en fin de compte, le président de la République, un peu, je voudrais dire de façon générale, même si c'est lui qui est élu, a un programme. Il a un projet de société. Et si ce projet de société-là, ce qui nous manque souvent, c'est que, bon, le citoyen ordinaire ne s'approprie pas le projet de société. Et si le citoyen ordinaire s'appropriait le projet de société, il va être facile pour lui de suivre le président dans son évolution et dans la réalisation de son programme. Si vous le suivez comme ça, je donne juste un exemple. Ok. Nous construisons désormais notre pays à partir d'abord de nos propres moyens, à partir de nos propres ressources. Ces ressources, et il le disait, on ne les a pas inventées maintenant. C'est des ressources qui existaient, mais peut-être qu'on n'utilisait pas de façon judicieuse, qu'on n'utilisait pas dans un but précis. Et donc ça, par exemple, le citoyen béninois sait aujourd'hui que on ne peut pas rester dans un pays, construire le pays sans payer ses impôts, que ce n'est plus possible. Ça, c'est un nouvel état d'esprit que les Béninois ont désormais. D'accord? On sait dans l'administration publique. Depuis une chose, là, on connaît qu'il faut payer. Oui, non, au fait, peut-être parfois qu'il y a eu de relâchement où on le dit ordinaire, on le dit souvent pour s'amuser, pour dire les immeubles poussaient de partout, sans que au niveau des impôts, au niveau de choses là, on n'avait pas connaissance et rien ne rentrait dans ce sens-là. Donc, il est arrivé effectivement un moment où l'homme s'est enrichi sur le dos de l'État. Donc, le nouvel état d'esprit, c'est que vous devez rendre à l'État ce que vous lui devez, si je peux instruire. Ça, on peut appeler ça le nouvel état d'esprit. On peut dire que désormais, on ne peut pas utiliser comme on veut les ressources de l'État. Ce que les gens appellent la lutte contre la corruption, si vous voulez. Donc, dans l'administration, c'est connu. Et le nouvel état, c'est comme quand on vous exprime, on vous dit, il faut faire attention au temps de talon. C'est ce que les gens disent. Donc, autrement dit, ils se sont interrogés cela et ils savent que désormais, il ne faut plus le faire. Donc, nouvel état d'esprit, moi, je peux aller dans ce sens-là. Tout à l'heure, on parlait de miracle. Le miracle, pourquoi? Il y a ce qui est possible au vu de l'homme et ce qui est impossible. Ce que nous avons appelé impossible hier, avec la gouvernance du président Talon, est devenu possible. Nous avons commencé par le faire. Et donc, si on appelle miracle ça là, donc c'est que le miracle existe. Et que le Béninois pouvait désormais se dire que le miracle est possible face à certains enjeux, face à certains objectifs. Et donc, c'est dans ce sens que moi j'ai compris ce qu'il était en train de dire. Et je trouve qu'effectivement, on n'ira plus en arrière. Vous savez, je disais quelque chose lorsque le président de la République parlait des réformes. Et qu'on disait, j'ai même un ami qui disait qu'il faut faire quelque chose pour défendre les réformes. Moi, je disais que des réformes, c'est vrai, se sont déjà imposées. Elles vont rester imposées d'elles-mêmes, si elles sont justifiées, si elles sont nécessaires, si elles sont indispensables pour la construction de l'État béninois, à mon avis. Et on ne va pas regretter demain pour dire, mais ce que Talon faisait, il est parti, on ne le fait plus. Sauf si on n'a plus notre boussole, qui est le développement de notre nation. Si on n'a plus ça, on va en souffrir. Mais donc, voilà le nouvel esprit d'État, le nouvel état d'esprit dont parle le chef de l'État, si moi, j'ai compris à mon petit niveau. Pourtant, à Agapit Napoléon Maforika, on sait que le changement fait souvent peur. Comment les Béninois, autrefois attachés à certaines habitudes de pagaille pour emprunter les mots du président, en sont arrivés alors à accepter, voire à intégrer ce logiciel de la rigueur décrit tout à l'heure par M. Anagono? Oui, disons que c'est grâce justement au leadership de Patrice Talon. Mais lui, il ne se l'approprie pas seul. Il estime que ce résultat est arrivé parce que tout le peuple l'a voulu ainsi. Et il a raison. Il a raison parce qu'il était élu pour entamer un nouveau départ. Ça suppose quoi? Que nos errances de 60 à 2016, je dis 2016, parce que lui, il venait pour le nouveau départ en 2016. Ça veut dire que
tout ce qui s'est passé avant, on l'acte. Mais après 2016, il y aurait un nouveau départ. C'est ça ce projet de départ. Oui. Après, on a parlé de la coalition de la rupture. Après, l'autre coalition autour de Zinsou. Ça fait 2 éléments qui induisent irrémédiablement un changement. Changement d'habitude, changement de mode de gouvernance. Le nouvel état d'esprit dont il parle, en fait, c'est la conséquence des actions menées pour atteindre ce changement. Et il estime que, et moi avec, que ce changement est atteint. Et quel a été le véritable détonateur alors? Non, je vais vous dire, dans le discours, il dit quoi? Quand il a posé les questions successives, oui. En effet, depuis 10 ans, le Bénin a entamé sa mutation et les signes de nos progrès sont visibles par tous. Oui. Donc, on a fait des avancées. Il dit, le miracle, c'est notre nouvel état d'esprit. Il nous fait opérer des changements les plus inespérés. Il nous fait progresser chacun. Et chacun accepte désormais de consentir des sacrifices et les efforts nécessaires. Il nous rend admirables et suscite la jalousie de certains. Ce nouvel état d'esprit, c'est le résultat du courage dont a fait preuve l'ensemble des responsables politiques en charge de notre destin commun, notre commun destin, depuis bientôt 10 ans. Par ce courage, des réformes pertinentes, jadis inespérées, ont été opérées dans tous les domaines et ont été peu à peu appropriées par chacun pour devenir le fer de lance de nos prouesses. C'est un train de dire que chacun a accepté facilement. Si on remonte, il n'y a pas de changement politique. Si on remonte à 2010, 2016 à aujourd'hui, il y a eu des sacrifices. 2019, il n'y a pas des réformes de 2019, de 2018, 2019, 2020. Alors, aujourd'hui, on peut dire qu'on a atteint un seuil, mais ce n'est pas encore gagné. Le logiciel n'est pas encore totalement changé. On a acté, sous son leadership à lui, des changements inespérés. Mais est-ce que le logiciel de chaque Béninois a déjà changé? C'est non. C'est non. J'ai voulu lire les extraits pour qu'on se convainc. Le président a un optimisme éclatant et assumé parce que oui, il a réussi sur les 10 ans à faire avancer sur des chantiers que nous, les Béninois, pouvons emprunter. Je me rappelle encore cette réunion quand même insolite de personnalité chez Adjavon en 2017 où ça pleurnichait parce que l'État est revenu sur un certain nombre d'éléments que le régime précédent avait ressaqués contre la personnalité. C'est-à-dire que voilà un homme, un entrepreneur, contre lequel le régime Yahi avait un certain nombre de griefs et que le président lui-même a déclaré publiquement. Et lorsque ce dossier sort, le président Yahi lui-même et d'anciens présidents Soglo et donc des personnalités en vue vont aller là-bas comme pour dénoncer l'État lui-même, l'État encore. Ça paraît bizarre, mais c'était le signe même de nos incohérences, de nos impertinences et de nos incapacités à assumer. Aujourd'hui, l'État, on a passé le cap grâce à une gouvernance exigeante où l'état d'âme a été mis de côté au profit des résultats. Ça, c'est le leadership de Patrice Talon. Mais sans le peuple, sans l'adhésion des responsables d'institutions, les parlementaires ont assumé les changements. Adrien Ngwedi en a pris un coup de son parti, le PAD. Sans ces changements de 2018, on ne va peut-être pas faire le pas après l'échec de la révision de la Constitution. Donc, il faut saluer, par exemple, la mandature de 2015-2000, je pense que c'est la 7e, qui a commencé le travail et qui a assumé les lois, code électoral, chaque des partis politiques, avec qui ont été les premiers détonateurs de ces changements politiques. L'Assemblée, qu'on a dit monocolore, qui a assumé la révision de la Constitution dans les termes qu'il fallait, sans fioriture et sans aucun élément d'opportunisme. Et la dernière législature de l'Assemblée. Les maires, les préfets, les maires qui ont assumé, qui ont accepté les changements qui ont été faits au niveau des communes avec les CE. Bref, les enseignants et les syndicalistes. Bref, nous avançons sur des chantiers qui étaient impossibles avant. Des années scolaires qu'on termine désormais maintenant normalement. Il y a encore des problèmes sans doute à l'école. Il y a encore sans doute des problèmes au niveau de santé. Mais les problèmes réglés grâce à cette gouvernance exigeante et au sacrifice de chacun
On peut appeler ça un nouvel état d'esprit. Mais le président a bien fait de les décliner pour montrer que ce n'est pas une œuvre divine réellement, mais c'est l'œuvre acceptée de tout le monde, même si c'est au forceps. Et donc ça mérite d'être poursuivi. Sinon, si on relâche, ça risque encore d'aller dans tous les sens. Justement, même si c'était au forceps, je prends par ce bout pour poser la question à Joël Ataï-Guédégbé. Cela a-t-il été spontané chez nous, Joël Ataï-Guédégbé? Quel a été le détecteur sinon? La peur peut-être de la sanction ou la soif d'avoir des résultats? Ni l'un ni l'autre, me semble-t-il. Dans le domaine de la lutte anticorruption, oui, la peur du gendarme est le commencement de la sagesse, dit-on. Mais il y a eu d'autres réformes qui se sont imposées aux uns aux autres, à leur corps défendant. Et ce n'est certainement qu'à posteriori que pour beaucoup, il y a eu intériorisation, acceptation et compréhension. Et sans doute à l'aune d'un effort de pédagogie également des promoteurs des réformes. Vous voyez. Parce que sans ce minimum de pédagogie, on pouvait se condamner à un divorce assez important. Et je ne prends d'ailleurs que la dernière conférence de presse du président de la République sur une thématique comme la trêve politique. Comment se fait-il que une flopée de députés, de ministres et que sais-je encore, sillonnant le pays, n'arrive pas à convaincre suffisamment l'opinion publique d'une notion comme celle-là, qui a été pensée comme un projet qu'on a voulu fixer dans le marbre de la Constitution, enfin, une notion centrale de la prochaine vision politique. Ouais. Et comment se fait-il que lui, il ait cette facilité à en communiquer l'essence même? Peut-être qu'il a plus l'art l'art que d'autres. En tout cas. Non, c'était pour illustrer le fait que voilà, les choses ne vont pas de soi et que sans un minimum de pédagogie, il est difficile de se faire accepter. Alors, oui, le président ne le dit pas, mais on sent finalement que quand il parle de miracle, c'est des résultats au-delà de ses propres espérances, me semble-t-il. Et donc, il ne peut que s'en féliciter publiquement, en remercier l'ensemble de ses compatriotes, chacun en ses grades et qualités, pour dire les choses selon une formule consacrée. Non, le pari est là, que nous ayons compris que dans les têtes, ce soit la démocratie et le développement qui aillent de pair. Donc sans ces deux clés-là, il n'est pas possible de faire mouvoir les choses. Et là, il surprend agréablement, pour ne pas dire qu'il surprend simplement, en ne jouant pas du paradoxe dont il a usé devant le MEDEF en France, par rapport à la démocratie. C'est une bonne référence, oui. Parce qu'il le disait déjà. Sa posture par rapport à la démocratie dans ce texte-là n'a rien à voir avec ce qu'il a servi au MEDEF. Certainement qu'il était en mode séduction devant une cible donnée. Il disait qu'il ne s'en est pas écarté dans ce qu'on a écouté mardi. Il disait qu'on avait piétiné des avancées démocratiques. Oui, mais c'était une option, un choix. Assumé, c'était frontal. Donc, bon, il ne s'en est pas écarté mardi. Non, quand on prend le temps de l'intervention devant le MEDEF en France et celui du discours d'hier, non, il y a un effort de pédagogie. Il y a une communication, c'est les cibles qui changent. Voilà. Devant les Français qui avaient envie d'entendre quelque chose, il leur a servi cela. Et ça n'a pas plu à l'opinion publique ici, il faut le dire. Mais ce qu'il a dit hier est nettement plus acceptable, plus compréhensible. D'où, d'où que je salue la pédagogie. Voilà. C'est une communication politique qui spécifie ses cibles. Et donc, s'il n'y a pas variation malgré tout, mais que sur le fond, on arrive à stabiliser une compréhension de la démocratie, il n'est pas question. Et là, d'opposer démocratie et développement. Voilà. Il en fait la synthèse.
Mais oui, le subtil... Je rappelle qu'on n'est pas encore sur l'élément démocratie, on est toujours sur le miracle. Mais le nouvel état d'esprit et la démocratie, ça se rejoint. Oui, et dans partir d'une acception. Et dans la logique de développer de Joël, il faut saluer peut-être la rhétorique présidentielle qui est peut-être devant la cible a changé, mais plutôt qui a mûri en pédagogie, comme tu as dit. Il a dit la même chose. Parce que quand il a fini de dire tout ça, moi, il y a cette phrase-là, que vous l'avez regardée sans doute aussi. Si tel est l'état des lieux, en ce qui concerne notre modèle de démocratie désormais au Bénin, pourquoi devons-nous rougir parce qu'il n'est pas la copie conforme de ce qui se fait ailleurs? Pourquoi? Mais le Bénin est-il la copie conforme d'un autre pays dans le monde? Mais non, nous sommes désormais une grande nation. Alors, en fait, on n'est pas la copie conforme d'une autre démocratie. Non. On est la copie conforme de personne. On est le Bénin. Alors donc la démocratie béninoise a mûri et évolue au regard de ces exigences, dont l'exigence du développement. Si on s'en tient là, c'est qu'on rejoint presque ce qui a été dit devant le MEDEF. Mais ça mérite de faire participer, de faire endosser. C'est pour ça que j'ai salué effectivement la qualité de la rhétorique. En fait, il y a un effort de démonstration ou d'explication du modèle pour mieux le faire comprendre et peut-être. Elle parlait de testament. Moi, j'ai vu le testament avant. Évidemment, peut-être que c'est la version concentrée parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent survivre à l'avenir. Oui, on reviendra sur bien évidemment cette démocratie de développement, mais là on va écouter Patrice Talon qui contextualise ce miracle béninois. On écoute ce qu'il a dit. Depuis bientôt 10 ans, le Bénin a entamé sa mutation et les signes de notre progrès sont visibles par tous. Le miracle, c'est notre nouvel état d'esprit. Il nous fait opérer les changements les plus inespérés. Il nous fait progresser et chacun accepte désormais de consentir les sacrifices et les efforts nécessaires. Il nous rend admirables et suscite la jalousie de certains. Ce nouvel état d'esprit est le résultat du courage dont a fait preuve l'ensemble des responsables politiques en charge de notre commun destin depuis bientôt 10 ans. Par ce courage, des réformes pertinentes jadis inespérées ont été opérées dans tous les domaines et ont été peu à peu appropriées par chacun pour devenir le fer de lance de nos prouesses. Le courage des responsables politiques a permis donc ce formatage du mental béninois, disait Patrice Talon. Georges Anagono, je posais la question à Agapi tout à l'heure, je vous la pose directement aussi à vous. Quels sont les mécanismes qui ont forcé cette mutation qui suscite la jalousie selon Patrice Talon? Il fait allusion aux hommes politiques, aux responsables politiques à juste titre. Parce que quand vous partez déjà de la démonstration de Agapi, il y a eu les parlements successifs depuis 2019 qui ont transformé en loi quelle était peut-être la vision du chef de l'État. Quelle était la vision du chef de l'État. Et donc ceux-là, s'ils n'avaient pas accepté de l'accompagner dans sa vision et de traduire ça en forme de loi pour que ça puisse s'inscrire dans notre comportement, peut-être qu'ils pensent qu'on ne serait pas arrivé là aujourd'hui. C'est une manière de dire, je ne l'ai pas fait tout seul, mais nous l'avons fait ensemble. Nous l'avons fait ensemble. Et nous là, que je voudrais juste signaler à ce niveau que ça, et il a parlé effectivement des responsables politiques sans distinction. Cela veut dire que quoi? Que ceux qui sont de l'opposition ou ceux qui sont de la mouvance, notre effort commun, que ce soit que les autres critiquent, peut-être pour permettre aux autres d'ajuster l'action, ça nous a permis d'arriver à ce résultat-là, à et à cet état d'esprit qu'il appelle le miracle prochainement. Donc, il est nécessaire que dans un système et dans un État comme le nôtre, que les hommes politiques puissent savoir à un moment donné quand est-ce qu'il faut sauver l'État.
Oui, je vous demandais quelles sont ces balises qui ont été mises en place. Quel est le mécanisme? C'était la question. Non, c'est d'abord qu'il a réussi à convaincre sa majorité. Et depuis 2019, il a réussi à convaincre ces hommes politiques qui le suivent et qui le supportent. D'ailleurs, je pense que beaucoup n'ont pas fait défection jusqu'à aujourd'hui. Ils sont restés collés derrière lui. Et pour faire cela, j'ai dit beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu vraiment du tout. C'est pas ce que j'ai dit. Donc, ces balises-là, il a compté sur les hommes politiques pour l'aider à faire entrer dans la loi, par exemple, s'il n'avait pas les budgets successifs qu'il a eus, est-ce qu'il pourrait arriver à agir sur le destin béninois? Certainement pas. Mais ces budgets successifs ont été votés par les députés. C'est les chevaux sur lesquels il savait qu'il fallait s'appuyer pour pouvoir... C'est pourquoi, petit d'abord, il s'arrête pour convaincre d'abord ceux qui sont autour de lui. Ceux qui font avec lui. Ceux qui sont dans la lutte avec lui, il s'arrête d'abord pour les convaincre. Et lorsqu'il sait qu'il a convaincu, eh bien, il déroule son plan. C'est ce qui s'est passé. Donc, moi, c'est justifié de dire que les hommes politiques l'ont aidé et que c'est ensemble qu'on a construit notre État, comme je disais tout à l'heure, ensemble, que ce soit ceux qui ont dit non, ou ceux qui ont trouvé à redire par rapport à ce qui se faisait, ou ceux qui ont acclamé ensemble. C'est si nous avons un résultat aujourd'hui, si notre évolution suscite jalousie, comme il le dit, eh bien, c'est parce que ensemble alors, nous avons voulu. Vous savez que avant Noël, c'est un exemple que je donne pour ce qui concerne nous, heureusement. Je pense qu'on a déjà voté notre budget 2026. Si. Bon, donc voilà. Avant Noël, la tradition était peut-être en France qu'on puisse avoir le nouveau budget. Mais ils ne l'ont pas eu. Depuis déjà, ça se cherche. Mais hier, c'est pour vous montrer l'attachement à la nation. Tout le monde a vu. Même du côté de Marie Le Pen et tout le monde. Marie Le Pen, à un moment donné, a parlé de trêve de Noël. C'est ce qui a été commenté sur les organes aujourd'hui. Tout le monde a voté. La loi spéciale qui permet à l'État de continuer en janvier en attendant que le budget ne soit voté. Quand il arrive ce moment-là, c'est comme si c'est arrivé chez nous après le 7 décembre. Tout le monde a condamné ce qui est arrivé. C'est cela. Lorsque on a compris que ce que présente le chef de l'État permet d'atteindre des résultats palpables et objectifs pour notre État, eh bien, les hommes politiques l'ont accompagné. Voilà comment il a balisé selon Thérèse. Oui, Joël, je vous pose la même question. Les balises mises en place pour donc forger ce nouvel état d'esprit. Patrice Talon faisait mention spéciale au courage des responsables politiques. Je ne sais pas si c'est rétrospectivement qui fait allusion à ce courage. J'ai plus l'impression que c'est un appel à mieux comprendre la fonction politique comme service, comme exigence de don de soi et d'engagement pour le bien-être collectif. En tout cas, servir avant de se servir, ne pas user, ne pas instrumentaliser la démocratie pour ses propres ambitions personnelles. Non pas qu'il soit interdit d'avoir des ambitions personnelles, au contraire, on doit promouvoir, on doit encourager l'émulation des uns et des autres. Mais la démocratie, telle que nous l'avons inaugurée ou instaurée depuis 1990 à travers la conférence nationale, a failli être dévoyée, pour ne pas dire qu'elle a été par moment. Alors, il ne s'appesantit pas autrement sur la démocratie que sur l'état d'esprit des Béninois, et toutes tendances confondues. Je crois que c'est Agapit ou Georges qui parlait déjà de la nécessité de bâtir, ou de ce que stratégiquement, il lui a fallu d'abord bâtir une coalition du changement. Donc, en prenant des gens par-ci, par-là, en les convainquant surtout de l'accompagner, de faire un bout de chemin avec lui, ça ne va pas de soi, ça. Et en cours de route, les obstacles n'ont pas manqué de s'accumuler. Et dans un discours qui se veut un bilan de 10 ans de gestion d'un pays, à la tête d'un pays, on ne peut pas tout passer en revue au risque d'ennuyer tout le monde ou d'en oublier d'ailleurs. Et lui-même, probablement, a fini par en oublier. Le pays
étonnamment, a développé de la résilience et par moments, ne serait-ce que par rapport à la fermeture des frontières avec le Nigeria qu'on a subi pendant près de 2 ans, et au vu de ce que économiquement cela représentait dans nos échanges. Et nous avons été soumis à d'autres épreuves qui n'ont pas manqué de révéler, les Béninois eux-mêmes. Ça a été l'épreuve de la Covid. Donc ce n'est pas seulement les relations hostiles ou peu amicales avec nos voisins. Le putsch manqué du 7 décembre, s'il n'en parle pas là, est quand même très présent. Il n'est pas dans l'hyperbole du courage à n'en plus finir. Mais la mobilisation qu'il appelle indirectement ne peut que faire référence au don de soi, au sursaut dont les uns et les autres ont fait preuve, et à l'intériorisation de l'exigence du devoir. C'est ça qui fait que peut-être le miracle est possible sans ce supplément d'âme patriotique, sans ce supplément d'âme lié au devoir, autant citoyen que politique. Et le reste ne peut pas prendre. Je crois que c'est le lien qu'il fait, grosso modo, sans nommer, sans préciser quel événement, quelle étape, et il sera difficile de lui faire dire autrement les choses. Quand vous évoquez tout à l'heure les fondements, vous avez indexé la révision de la Constitution en 2019. Voici la question alors. Si, on va dire, ces réformes qui ont constitué ou qui ont rendu possible le nouvel état d'esprit ont été acceptées, est-ce que cette rigueur n'a pas créé une fatigue sociale ou une fatigue politique? Non, il n'y a pas de fatigue. Il y a eu plutôt une sorte de marche à pas cadencé, mais disons à pas de charge, comme on le dit. C'est bien cadencé, mais à pas de charge. Et les politiques ont suivi. Et donc, là où je vois l'habileté, les parlementaires, c'est qui? C'est le peuple. C'est le représentant du peuple entre 2 élections. Comme lui-même, le chef de l'État. Chacun dans son domaine. Donc, le peuple qui les a mandatés, leur a fait confiance et ils ont induit tous ces changements-là. Et ils les ont fait avec enthousiasme. Cette législature a fait le travail avec enthousiasme. Lorsque quelqu'un interpellait, on me dit pour dire ah, ça va te faire du mal, hein? On me dit allez jusqu'au bout des réformes. Son parti en a parti. Son parti en a parti. Mais il n'en est pas mort. Il y a eu des grincements dedans. Mais l'histoire retiendra que ça a commencé sur lui et il a contribué. Après, les situations, après les non-satisfactions, chacun peut les commenter comme il veut. Mais ça, il l'a fait. Et il l'a fait et on l'acte. Le Parlement prétendument monocolore n'a pas fait de... Ailleurs, ça aurait pu changer la Constitution totalement et faire un matelas plein de trucs à partir du salon. Ça fait ce que ça devait faire. Bon, on a eu 5 ans, c'est 5 ans. On aurait pu ne pas l'avoir parce que c'était pas du tout... Si on se met dans le contexte politique, on comprendrait, oh, c'est le politique qui crée les conditions du droit. C'est pas le droit qui crée les conditions politiques. Donc, on devrait comprendre ça et on a voulu aller dans une bataille totalement inutile. Et dans cette affaire de 5 ans, c'est 5 ans. Aujourd'hui, avec le recul, Patrice Talon a réussi à bâtir sa coalition politique. Il n'est pas venu avec un parti politique, il est venu avec des personnalités, des amis qui l'ont accompagné. Mais il a réussi à bâtir une coalition politique. Il n'a jamais pris d'ordonnance. Il faut le garder. C'est le seul président qui n'en a pas pris depuis le début du renouveau démocratique. Soglo en a pris. Kérékou en a pris. Yaya en a pris. Il, lui, n'en a pas pris. C'est le seul président qui a réussi, sur les 10 ans, à faire voter son budget en temps et en heure, aussi rapide. Donc, les calendriers, il les a respectés. Il n'y a pas eu de fatigue. Bien au contraire, il a été dans le temps. Rien, le discours sur l'état de la nation se fait toujours entre le 20, en tout cas cette semaine, la semaine du 20-28, 27-28. Il le fait et il sait comment le faire. Discours de fin de l'année, il sait comment le faire. Il le lie à une situation. Bref, mais c'est quelqu'un qui sait où il va. Il connaît déjà le pays. Il a déjà le diagnostic en poche. Il est venu implémenter les solutions. Il est normal qu'à la fin,
il tire les conséquences et c'est ça qu'il fait. Il a salué tout le monde, toute la classe politique. Oui. Mais il n'a pas manqué d'en appeler à ceux qui restent désespérément attachés à notre passé révolu, oui. Qui se sentent désespérés, ils prient pour que le temps et l'altruisme pour se lever au-dessus ou bien au-delà de ce qu'il est, frustre et puisse prendre le train en marche. C'est moi qui réduis comme ça. C'est important aussi. Tenir un regard pour eux, un regard paternel. Un regard paternel. Parce que ce qui se fait pour le Bénin. Tout change, tout évolue. S'accrocher à un passé, c'est refuser d'avancer. Et c'est normal que le père de la nation, au moment où il prend congé pour céder place à un autre, puisse évoquer ça. Je vous ai dit, j'ai vu dans le discours d'adieu de Béhanzin, si on pouvait mettre les deux ensemble, vous allez voir les parties. On allait faire une analogie, mais on pourrait s'essayer à autre chose après, dans ce genre. Mais honnêtement, ce discours, il est d'anthologie. Ça, c'est enfin, pour quelqu'un qui adore les beaux textes comme moi, j'avoue que j'ai été servi. Voilà. Mais sur un pan de l'intervention d'Agapit, j'aurais voulu quand même nuancer, parce que parlant des canards boiteux, des nostalgiques du passé révolu, je ne l'ai pas vu dans la posture paternelle. C'était au minimum de l'ironie, pour ne pas dire... il s'en est remis à une forme de providence ou de... Est-ce que c'est là le signe de sa fatigue? Mais bon, voilà, rien ici en réalité. C'était une pique presque à peine dévoilée en réalité. Voilà, merci de me passer le mot. Moi, j'ai vu beaucoup plus une pique. Là, il n'y a plus d'efforts, il s'en remet à la providence pour les sauver, pour qu'ils rejoignent le train. Et donc, est-ce que ce sont ses limites également? C'est sa manière de... Mais c'est là que vous me rejoignez. Voilà. On a tenté, on n'a rien pu. Puisse la Providence les aider à comprendre. Non. Mais quand ça remet finalement à Dieu. Oui, parce qu'on ne peut pas les forcer à comprendre. Et peut-être qu'ils sont convaincus. Non, ça se tient. Là, c'est là que je ne vois pas. En partie, je m'en vais. Ouais. Et il aurait pu y mettre de l'exhortation, une ultime exhortation personnelle à lui. Je pense que ça a été déjà fait. Là, donc, dans le discours, ça veut dire qu'il a déjà tenté toute cette exhortation, tous ces éléments-là. Quand elle a raconté les jeunes. Et il a encore 6 mois. Quand elle a raconté les jeunes. Non, mais si je revenais à votre débat, j'allais me dire. À notre débat. Est-ce que à chaque fois que vous n'êtes pas d'accord avec sa politique, vous êtes dans une situation rétrograde? À mon avis, non. Parce qu'en fait, de compte, ceux qui ne sont pas dans votre logique, ils existeront toujours. Ils existeront toujours. Et dans une autre vie, vous aussi, vous n'avez pas été, je parle politiquement, vous aussi, vous n'avez pas été dans la logique de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le discours politique, effectivement, aurait voulu que tout le monde ait la même compréhension que moi, la même conception que moi, et que ça avance normalement. Mais en politique, ce n'est jamais ça. En politique, puisque s'il y avait ça, personne ne cherchera à s'y mettre pour montrer aussi ce que lui sait faire à la place où vous êtes. Or, en politique, c'est que régulièrement, je sors des éléments qui me permettent de montrer que demain, à ta place, je ferai mieux que toi. Donc, ça n'en fait pas forcément un regret, c'est ce que je voudrais dire, que des gens comme ça, une partie de la société soit dans cette posture, c'est inhérent à la vie politique, c'est ce que moi je voudrais dire. Et bon, et maintenant, je viens pour dire avec Joël, alors je vais les exhorter alors à essayer de venir avec moi, mais en étant convaincu qu'ils ne viendront jamais parce que la vie politique n'est pas faite de ça. Il n'a pas besoin d'exhorter. Pour moi, il a déjà exhorté sous les 10 ans. Et si on doit repartir, je vous ai dit, 2007 et 2018, c'est un parlement de 2015 qui était là, qui a voté les lois de changement. 2019, à l'application, les gens abandonnent et ont créé une situation pratiquement de crise. Il y a eu des morts. Je parle là. Qui avait la majorité quand il est venu? C'est là où Mbéja a été élu président. Dans la nuit, vous vous rappelez? Est-ce qu'en mai 2015, Patrice Talon était président de la République? Non, pas du tout. Donc ce parlement-là était là en mai. Le bureau a été mis en place en mai 2015. Oui. Patrice Talon est venu en avril 2016. Ce parlement-là n'était pas celui que Patrice Talon a mis en place. On ne peut pas lui opposer. Et ce parlement a voté
les lois sensibles, la charte et le code électoral, que la FCBE ont contesté en 2019 pour aller aux élections. Et on était en plein processus de correction des erreurs. Quand Bodian fait son discours, on a parlé la dernière fois. Si on s'arrête là, est-ce que les gens avaient le droit de contester et de bloquer le processus? Contester, oui. Bloquer, pas normal. Après, les mêmes disent, on nous a empêchés et on a parlé de ce Parlement, un Parlement monocolore. À l'histoire, on ne peut pas leur donner acte de ce comportement qui n'est pas démocratique. Si on continue, on se rendra compte qu'il y en a qui ont mis les bâtons systématiquement dans les roues de tout ce qui pourrait être réformé pour qu'on en arrive à un État moderne comme nous l'avons aujourd'hui, où l'État que nous dénoncions depuis 60 ou 90 se porte. Donc, lorsque à la fin, ils déroulent en remerciant ceux qui l'ont aidé, ceux qui ont accompagné les politiques, les institutions, l'armée qui a dit non, et qui a montré sa loyauté, son patriotisme, c'est logique qu'ils fassent quand même une petite ouverture sur ceux qui s'accrochent au passé. On est en démocratie. C'est mécaniquement la loi de la majorité. Je pense qu'il a travaillé, au-delà de la loi de la majorité, à concilier même les minorités. Lorsque la Cour constitutionnelle, en 2023, a permis au Parti des démocrates d'aller aux élections sans en avoir rempli les critères, et personne ne l'a trouvé à redire. Moi, je pense que le président a dit ce qu'il fallait dire. Et les amis, ceux qui ne suivent pas le mouvement, il est important qu'ils travaillent. C'est peut-être là que Joël disait, c'est là la limite de ce nouvel état d'esprit. Il n'est pas arrivé, on n'avait pas pu, on va dire, amener tout le monde à rester dans cette il a eu des regrets, il dit qu'il n'a pas tout réussi. Donc lui-même a eu des regrets. Alors si ce miracle mental est la fondation, la structure elle-même semble cette fameuse démocratie de développement. Patrice Talon dit que nous n'avons pas à rougir de ne pas être une copie conforme de l'Occident. Je vous propose de l'écouter afin d'entrer pleinement dans le second volet de notre débat, mesdames et messieurs. Ma conviction est qu'un effort qui s'avère nécessaire, mais qui est à moitié consenti, est vain. C'est pour cela que nous avons raison d'aller au bout de la réforme, de la refonte de notre modèle politique pour l'adapter à nos réalités en vue d'asseoir durablement notre développement engagé. Vous prenant à témoin, honorable député, j'ai la conviction que les différentes réformes que nous avons opérées depuis, qu'il s'agisse de celles intervenues en 2018, 2019, 2024 jusqu'à la toute dernière, datant d'1 mois à peine, nous permettront véritablement et définitivement de mettre la démocratie au service du développement de nos concitoyens et non au service exclusif des acteurs politiques. Ainsi, diriger la nation béninoise ne doit plus être perçu comme un droit, mais plutôt comme un devoir qui requiert de la disponibilité, de la vision, de la compétence et de l'abnégation. C'est pourquoi de plus en plus, la démocratie se définit essentiellement chez nous au Bénin comme un facteur de développement et de promotion du bien-être citoyen. Elle n'est plus un prétexte de pagaille, de corruption et d'impunité. Au Bénin désormais, il ne suffit plus d'être un harangueur de foule, un vendeur d'illusions proclamé acteur politique pour s'emparer de notre destin commun sans autre projet que celui d'en jouir tout seul avec ses partisans. Pour nous diriger au Bénin, nous protéger, assurer notre développement et notre bien-être, il faut en être capable et le mériter politiquement. Être acteur politique ne confère plus aucun droit. Il n'astreint qu'à des devoirs et à l'humilité, voire à l'effacement et même au sacrifice de soi. Si tel est l'état des lieux, en ce qui concerne notre modèle de démocratie désormais au Bénin,
Pourquoi devrions-nous en rougir? Parce qu'il n'est pas la copie conforme de ce qui se fait ailleurs. Pourquoi? Mais est-ce que le Bénin est la copie conforme de notre pays dans le monde? Mais non. Nous sommes désormais une grande nation qui se construit jour après jour et notre modèle sociopolitique est en pleine mutation pour asseoir et renforcer notre dynamique de développement. Une démocratie comme facteur de développement complètement assumé par le chef de l'État qui dit que notre modèle n'est pas une copie conforme de l'Occident. Cette démocratie se définit essentiellement chez nous au Bénin, selon Patrice Talon, comme je l'ai dit tout à l'heure, facteur de développement et de promotion du bien-être citoyen. Joël Ataï-Guédégbé, ce modèle béninois, alors en tout cas tel que rappelé et prôné par le chef de l'État, siffle-t-il la fin peut-être de celui applaudi en 90? Non, ça se veut une clarification, une espèce de mise à jour. C'est pas le mode d'emploi qui a été présenté en 2016 quand il venait. Donc c'est après coup, c'est le bilan d'un cheminement, d'un fonctionnement qu'il essaye de synthétiser en la matière. Et on a parlé tantôt de testament, mais à tout le moins, ce sont les leçons tirées qui dégagent cette forme de substrat ou son interprétation et ce qu'il voudrait que le Bénin endosse comme modèle propre à lui de la démocratie. Mais est-ce que c'est pas éloigné du modèle type, enfin, non, classique, j'allais dire, non, pas type, ça c'est le malentendu profond. Classique connu. Non, je suis d'accord avec le président sur ce plan. Il nous faut à tous travailler la déconnexion. La déconnexion, pour ne pas dire la rupture. Et ça ne se veut pas provocation paradoxale, non, mais ça se voudrait, en tout cas, moi je comprends. Je voudrais comprendre ça comme exigence d'adaptation, de créativité, et par rapport, et j'aime pas le mot réalité, mais par rapport aux données qui est devant nous. Et si nous sommes paresseux intellectuellement, là nous serons dans la copie servile, dans la répétition mécanique désincarnée de ce qui vient d'ailleurs ou de ce qu'on croit devoir être la démocratie. Sous tous les cieux, la démocratie a été, ou quand on parle de démocratie, ce n'est jamais une camisole de force, c'est jamais un prêt-à-porter. C'est des éléments qui vous sont donnés pour composer un vivre ensemble à travers le respect de quelques fondamentaux. Tant que c'est comme ça, et c'est pourquoi on parle de valeurs justement, et il faut qu'on puisse les y retrouver. Et c'est un achalandage, pardon, c'est toujours une combinaison particulière qui répond à une histoire, à un présent et à un avenir, une vision d'avenir. Comment nous voyons-nous et maintenant, comment nous identifions-nous par le passé. On ne l'a même pas beaucoup souligné. Le président a beaucoup insisté sur le fait que nous ayons atteint pratiquement le stade de nation cohérente. Il a exalté l'unité nationale en rappelant que nous étions des peuples issus de royaumes éparses, sans vie commune. Oui, ça, à la limite, c'est un miracle qui ne dépend pas de lui, qui ne dépend pas d'un gouvernement particulier, mais de notre volonté profonde de vivre ensemble et qui fait que sur le territoire du Bénin, nous sommes le Bénin parce que nous voulons être ensemble, nous voulons être le Bénin ensemble malgré nos différences. Et la démocratie venant comme un outil se doit de s'adapter à ce que nous sommes, d'où nous venons, ce que nous pouvons. Il a gossé, pardon, il a brocardé la coopération. Et c'est malentendu, c'est bien, pour ne pas dire les humiliations qu'on y subit. Et qu'est-ce que nous désirons pour nous-mêmes à l'avenir? Je crois que c'est à l'aune de tout ça qu'on se donne l'outil le plus adapté qui soit. Votre développement rencontre complètement ce que le chef de l'État a dit oui, en expliquant ce modèle-là, mais est-ce qu'il est exportable
Ou il est typiquement ou purement... Ah non, si nous refusons de copier servilement, il ne faut pas non plus nourrir le rêve de l'exporter. On peut inspirer. Tout comme la conférence nationale, ceux qui ont voulu nous copier se sont plantés. Parce que ça ne part pas du même vécu. Et je crois que c'est à peu près la même chose s'agissant de la démocratie. La démocratie à l'américaine n'est pas la démocratie à la japonaise, encore moins celle de l'Allemagne et que sais-je encore. Même au sein de l'Europe, malgré le christianisme qui les unit, on a différentes formes de démocratie. Et même chez les peuples arabes, malgré l'islam, vous voyez différentes formes d'organisation politique, tout simplement, pour ne pas parler de démocratie à tout prix. Pour justifier cette partie... Mais on n'aura jamais de cesse d'insister sur des fondamentaux de la démocratie, qui consistent en la séparation des pouvoirs et en l'exigence de bonne gouvernance et pour son efficacité. La démocratie qui n'assure pas le pain n'en est pas une. Si vous n'assurez pas, si vous ne maîtrisez pas la dialectique de la liberté et du pain, vous n'aurez pas la paix au rendez-vous. Georges, vous disiez au début que c'était cette partie-là qui vous a tout de suite indexé. Pour l'expliquer, le chef de l'État est remonté aux acquis de la conférence nationale, disant qu'on croyait que ces acquis allaient nous permettre d'amorcer réellement le développement, mais hélas, on a très vite déchanté, d'où ce modèle que lui, puisqu'il a justifié les réformes, il a dû appliquer pour en arriver à ce miracle béninois, le nouvel état d'esprit. On l'assume aujourd'hui. Oui, on peut l'assumer en parlant des adaptations, en parlant de ce que nous avons tiré de notre vécu quotidien qui nous permet de tracer les règles de l'avenir. Donc, c'est ce qu'on a fait depuis 1996. J'affirme ici que le Bénin n'a pas commencé en 96 et que depuis les indépendances, même avant, qu'on a essayé de construire des trucs. 2016. Ah d'accord. C'était la suite, je garde. Donc, on n'a pas commencé en 2016, n'est-ce pas? Donc, on a dû certainement que on se cherchait, on tâtonnait, on allait, on revenait. C'est la même chose qui s'est passée à partir de 90 parce que les gens ont utilisé le travers de ce que l'espoir que nous avions quand nous sommes sortis de la conférence nationale, l'engagement que nous avons, les plus malins d'entre nous ont utilisé le travers pour en quelque sorte aller vers le mauvais côté de ce qu'on peut appeler la démocratie, sans respecter aucune loi, pas la loi de finances, pas les règles de la République. Alors, si on dévire, cela ne veut pas dire que c'est le concept de départ qui est mauvais, mais c'est l'application que nous en faisons. C'est pour ça que moi, je me suis dit, notre démocratie à nous, en ce moment-là, et je pense en 1975, c'est la République démocratique et populaire, c'est ça? La République populaire du Bénin. C'est que quand moi, je prends avec réserve lorsqu'on dit notre démocratie. C'est pas, et il faut qu'on puisse, et je vais la rappeler, je voulais commencer par là, qu'il y a les fondamentaux. Il y a les fondamentaux dans une République démocratique qui parlait de la bonne gouvernance, le respect des libertés et tout ça. Si, même aujourd'hui, dans les grands pays, la question reste posée aussi, effectivement, de quelles sont les caractéristiques qu'on peut regarder pour dire, bon, voilà, dans cet état-là, on pratique la démocratie. Si ça n'existe pas, c'est que chacun vit pour lui et il n'y a rien de commun entre les sociétés. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire. Et tandis que nous sommes dans un village planétaire, le chef d'État disait, ce que nous faisons, ça crée la jalousie de certains. Ça veut dire que ce qu'on fait n'a pas seulement de conséquences chez nous, mais ceux qui nous entourent, ça a un peu d'impact sur eux pour les amener à désirer vivre peut-être ce que nous vivons, mais toujours est-il que, bon voilà, chaque société, chaque portion de terre dispose de ses réalités, et ce qu'on engage comme modèle politique doit tirer quelque chose de ces réalités-là. Nous avons entamé un virage en 96, pourquoi? En 2016, pourquoi? Parce que quand nous avons fini la conférence nationale et qu'on a dit démocratie, comme je disais, certains malins se sont imposés et sont partis dans les travers de la liberté, sans respecter alors les règles de la République. Mais à partir de 2016, on sait que désormais il faut payer ses impôts. Est-ce que ne pas payer ses impôts, c'est une règle de la démocratie? À mon avis que non.
Mais puisque nous avons vu ces travers-là, le président Talon ayant vu ces travers-là, il a bâti ses réformes sur les travers qui nous ont conduit, qui nous conduisaient même vers la perte. Parce que vous savez, il y en a qui aiment dire qu'une démocratie qui ne nourrit pas son peuple est une démocratie qui est appelée à disparaître. Parce que ce qui pousse l'homme dans l'état de pauvreté, eh bien la révolution il est là, la protestation j'aime. Donc il faut toujours tout faire pour adapter et nous adapter à nous. Pour fixer nos règles démocratiques, c'est de trouver qu'est-ce qui apporte le bien-être à notre population. Je faisais référence au discours du chef de l'État devant le MEDEF en France, je pense quelque chose comme ça. Où, moi, je disais déjà, avant que... Je disais, c'est notre... Personne ne nous a offert la démocratie au Bénin. D'accord? À la fin de la lutte et tout ce qu'on veut, contingence politique, nous a amené à la démocratie. Mais si nous constatons à un moment donné que la voie que nous avons prise, elle ne nous conduit pas au bien-être, à cette démocratie qui apporte le bien-être du citoyen, dont parle le chef de l'État, par rapport à nos déviances en ce qui concerne ce que nous avons engagé en 90, il fallait alors faire de réajustement, il fallait alors agir sur le comportement des hommes. Je pense que c'est ce que le président Talon a fait. N'empêche que, bon voilà, pour y arriver, parfois, nous avons piétiné des avancées démocratiques. Mais au nom de l'efficacité du développement, justement, ne risque-t-on pas de légitimer des entorses aux standards démocratiques mondiaux qui sont peut-être inacceptables selon certains, Agapit Naplomafouenka? Il n'y a pas de standard particulier qui soit piétiné ou bien qu'il n'y a pas de... Non. En réalité, l'erreur est venue de 90. Ou dans l'élan ou dans l'euphorie d'avoir eu la peau du PRPB, d'avoir eu la peau de ceux qui ont éjecté, ceux qui sont revenus. En fait, on est allé dans tous les sens, c'est bien. Mais on n'a pas conclu, on n'a pas conclu la conférence nationale. Il n'y a pas eu de rapport général. Et c'était le premier hic. Du coup, les rapports corrigés des commissions n'ont pas été validés. La commission des finances, quelqu'un est venu intervenir. La commission constitutionnelle, quelqu'un est venu intervenir. Mais les formats finaux n'ont pas été validés. Parce que le lendemain, où les commissions devaient travailler, valider, l'amener en plénière, il y a eu l'élection du Premier ministre. Et après, il fallait clôturer. Je le dis, il n'y a pas eu un travail après pour montrer au peuple et acter aux archives nationales le rapport général de la conférence nationale. Après, on l'a décliné. La preuve, on a eu du mal à sortir la charte de la transition. Aujourd'hui, la Bibliothèque nationale avec Dr Hafiz Adamon, a peut-être fait un effort de sortir les actes de la conférence nationale. Ça a permis d'avoir au moins une littérature. Mais quels sont les grands formats? Si bien qu'en 2011, on a connu les sanctions fondamentales qui ont rajouté à la Constitution des limites à la révision, ce qui n'était pas réellement la vérité. Nous n'avons pas conceptualisé notre démocratie. Si la démocratie est un standard, elle ne saurait être la même. Il y a plusieurs démocraties en Europe occidentale. La France a sa démocratie. La plupart de l'Europe, c'est une démocratie, c'est une monarchie constitutionnelle. Beaucoup de pays de l'Europe occidentale, la Belgique, les pays scandinaves, la Hollande, bref. La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, voilà 3 grandes démocraties européennes, mais qui sont totalement différentes. C'est dire que la camisole de force qu'on a apportée en 90, c'est d'avoir un concept dont on n'a pas les contenus, qu'on n'avait aucune maîtrise, et que chacun explique à sa manière. Dans le 90, tout le monde a vu les limites. Ce que moi j'ai vu à l'arrivée de Patrice Talon, c'est une volonté de corriger, mais qui n'a pas assumé directement. Et c'est ça, peut-être là, les petites incompréhensions de ceux qui peut-être l'attaquent. Il ne l'a pas assumé clairement, mais les actes ont suivi au fur et à mesure et les discours sont restés constants. Il a parlé de cette démocratie débridée qui fait qu'on nous dit qu'on est le bon pays démocratique, mais on ne peut pas assurer notre propre développement.
Ça, c'est en 2019, après les élections, si je ne me trompe. C'est le même discours devant le MEDEF. C'est le même discours pratiquement aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous a manqué? Conceptualiser. Faire la rupture d'avec 90 sans quitter 90. C'est-à-dire, la conférence nationale reste le socle qu'on n'eut personne. La preuve, il n'a touché à aucun acquis. Donc, ce qui a manqué, c'est conceptualiser. Si on avait conceptualisé, aujourd'hui, tout le monde aurait vu clairement le regard de Patrice Talon, c'est-à-dire la vision politique de Patrice Talon par rapport au développement. La dictature du développement ou la démocratie du développement, les deux convergent à la même chose. Et les deux convergent. En réalité, celui qui dit dictature heurte. Parce que tout de suite, on dit, ah non, il n'y a pas de dictature, pas de... Mais celui qui dit la démocratie, qui doit nous conduire au développement, veut dire une démocratie encadrée, exigeante. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque que cela c'est aucun risque, aucun risque. Pour introduire des dérives par rapport à l'état de droit qu'on connaît. Pas du tout, l'état de droit n'est pas un état d'anarchie. Et comme je vous l'ai dit, les premières déclarations des droits de l'homme, qui est la déclaration de 1789, en même temps, cette déclaration a prévu que votre liberté s'exerce conformément à la loi. Donc, la loi est votée à l'intérieur d'un pays. Toutefois, par rapport aux révolutionnaires de 1789, par rapport aux démocrates après la Deuxième Guerre mondiale, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, DUDH, de 1948, par rapport au pacte de 1966, ces différents textes mondiaux ont dit la même chose. On est libre, mais la liberté s'exerce conformément à la loi. Les chefs africains auxquels on est parti, la liberté s'exerce conformément à la loi. Donc, il n'y a aucun acte de liberté qui ne soit encadré. C'est pour ça que je dis on doit du conceptualiser. Et vous regardez, la séparation des pouvoirs est encore nette au Bénin. On n'a mis aucun pouvoir sous tutelle. Et aucune institution n'a fonctionné plus mal sous Talon que sous d'autres présidents. Aucune. C'est dire que la superstructure est là. Mais le paradigme a évolué. À quel niveau ça a évolué? C'est les exigences légales. Le seuil de représentativité, le parrainage, ça permet de filtrer déjà le monde qui va au Parlement. Si l'opposition avait bien suivi le mouvement, c'est que l'opposition serait, on aurait quand même peut-être 5 partis déjà qui émergeraient. 3 peut-être de la majorité, 2 peut-être de l'opposition, et la bataille se fera. Donc c'est dire qu'il n'y a aucune limite, aucune liberté particulière, mais désormais les libertés doivent s'exercer dans un cadre plus exigeant, et ça fait dire à certains que Talon a limité les libertés. Non, à la gouvernance et au développement. Après, on s'est écarté, sans doute. Mais ça permet à ceux qui sont dans cette mouvance de se retrouver. Ici, on ne l'a pas théorisé. Il y a plein d'incrédules autour du système qui ne comprennent pas du tout où va le chef. Est-ce que ça ne va pas justement disparaître puisqu'on n'a pas théorisé? Merci. Disparaître avec Patrice Talon qui s'en va. Merci. Et c'est là que je pense, Joël l'a dit, le président Talon, quand il dit tout ce qu'il dit dans son discours, est son souhait. C'est des postulats en fait. Il a gouverné sur cette base. Mais est-ce qu'on est vraiment à ce stade? Si on ne théorise pas, il faut bien que celui qui vient marche dans les lignes. On a les institutions aujourd'hui pour. On a mis en place les structures pour. Avec le Sénat, avec la trêve, on a mis en place les balises. Tout ça existe. Mais il faut théoriser. Le président. Notre conception démocratique, il a manqué un discours fondateur. Un discours politique fondateur. Quand on prend les interviews du chef de l'État, c'est sorti, c'est dedans. UP, BR, les démocrates, c'est la même chose. Nous devons rester ensemble pendant 10 ans, 15 ans. Quand vous lisez ces choses, quand vous entendez ces propos, quand vous faites le livre, mais il faut qu'on théorise. Si on ne conceptualise pas, le risque de déviance ou de mélange est encore permanent. Or, il se fait que nous avons vraiment retrouvé notre voie.
C'est celle qui peut nous conduire au développement, ça. Mais si on ne le théorise pas, ça peut permettre aux gens de le diluer ou peut-être de mal l'utiliser et d'aller aux dérives dont vous parlez. Joël, des risques de le voir disparaître avec Patrice Talon qui, quand même, a fait de son mieux sur ce coup-là. C'est la question de la durabilité et de l'appropriation. Il est dans son rôle de penser qu'on l'a compris, qu'on l'a suivi. Et maintenant, c'est pas aussi simple que ça. Et même ceux qui ont travaillé avec lui ne sont pas lui. On a entendu Laurent Fabius, et pourtant fabriqué en guillemets par Mitterrand. Il fut plus jeune Premier ministre de France à 36 ans. On a entendu un Fabius claquer comme ça. Et lui, c'est lui, moi, c'est moi, parlant de Mitterrand. Et si M. Ouaddaï venait, peut-être serait-il habité de la même posture. Même si c'était le fils du président Talon, ce serait humainement normal qu'il y ait inflexion, qu'il y ait changement, qu'il y ait variation. Non, c'est pas la similitude qu'il faut chercher. Mais il faut voir en quoi est-ce qu'on s'approprie et en quoi est-ce qu'on assimile le bilan, l'héritage, le mode d'emploi. Et le président Talon, par exemple, homme d'affaires à la base, il serait curieux de voir ce qu'il a pu apporter au business, je veux dire, aux autres hommes d'affaires, même ceux qui veulent s'essayer aux affaires. Qu'est-ce qu'il a pu transmettre, qu'est-ce qu'il a pu laisser comme trace, témoignant de son succès à lui, de ce que lui, il a maîtrisé. Mais au-delà des affaires, il nous a démontré une maîtrise de l'État, des rouages de la vie politique. On ne va pas revenir sur sa fréquentation, sur sa connaissance de la classe politique. Les relations étaient assez intimes. Alors, il va sans dire que c'est un atout important de connaître le personnel avec lequel on travaille, avec lequel on interagit, de connaître la sociologie de son pays, d'être imprégné des rapports de force. On a parlé la dernière fois de la géostratégie, du voisinage. Donc il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte pour la gestion d'un État qu'il faut souhaiter tout simplement pour ceux qui vont succéder au président Talon, qu'ils soient à peu près à ce niveau, qu'ils s'en inspirent et qu'ils apportent qualitativement encore du mieux. Je crois d'ailleurs que c'est le souhait ardent du président Talon que de voir ceux qui vont le succéder faire encore plus, faire davantage que ce que nous avons pu faire jusque-là, en corrigeant ce qui mérite de l'être. Sur cette question de démocratie comme facteur de développement, certains de nos invités ce mardi, après le discours du chef de l'État, ont opiné là-dessus. On va écouter rapidement en quelques secondes ce qu'ils ont dit, Clotaire Olifidé et Julien Baguidi, et on revient sur comment, des acteurs politiques justement, comment on peut pérenniser cela. On les écoute. Le modèle démocratique n'est pas unique. Et ceux qui estiment aujourd'hui qu'ils sont exclus, en vérité, ils ont plutôt du mal à s'adapter au nouveau modèle qui est en train d'être mis en place. On ne peut plus continuer à sélectionner ceux qui vont nous diriger sans avoir de base solide. Et la base principale, c'est la compétence. Donc, il vaut mieux travailler à rendre compétents les acteurs qui veulent postuler à la conduite du pays qu'à plutôt rechercher la foule, le mouvement d'ensemble que nous avons toujours eu ici et qui ne nous permet pas d'avancer. Avec la fin des mandats du président Talon, nous sommes en train de remettre les compteurs, je dirais, quelque part à zéro pour l'ensemble des acteurs politiques, y compris ceux qui sont actuellement de l'opposition. Il ne nous reste qu'à faire l'effort de comprendre et de rentrer dans cette nouvelle dynamique pour que nous puissions continuer à avancer. La politique, il faut qu'elle soit au service du développement. Je pense que l'héritage politique aussi doit prendre en compte le modèle démocratique que nous sommes en train de construire, où nous devons nous considérer comme appartenant à une seule famille politique, la famille politique du Bénin en développement. Parce que quand vous avez comme vision de développement le progrès du Bénin, il n'y a pas à faire de déchirement politique. Bien au contraire,
quelle que soit votre vision, vous devez avoir en cœur la prospérité de chaque Béninoise et de chaque Béninois. De ce point de vue, les partis politiques ne sont pas différents. Et aujourd'hui, nous pensons que le chef de l'État, à partir des réformes, a souhaité de grands ensembles politiques, et je suis sûr que nous en arriverons à 2 ou 3 grands ensembles politiques tout au plus. Nous avons une seule famille, c'est la famille Bénin. Et quelles que soient les différences politiques, nous devons travailler à construire cette famille Bénin. Justement, en écoutant le professeur Gbaguidi, on retient que les réformes nous permettront donc de vraiment pérenniser cette démocratie de développement. Georges Anagono. Je disais tout à l'heure que jusqu'à 2016, c'est-à-dire lorsqu'on a fini la conférence nationale, il y en a qui se sont servis de ces travers-là. Ils se sont lancés dans ces travers-là. Et ça leur a permis de profiter, c'est vrai, Agapit parlait de la conceptualisation, un peu les règles fixées dans le monde. Certains ont, rappelez-vous que ceux qui étaient amis du président de la République, enfin, dans les régimes passés, pouvaient avoir un marché ensemble, ou bien ils pouvaient déplacer les véhicules et se partager l'argent. Là, vous êtes vraiment à côté du pouvoir, vous êtes membre de la République. Et là, ces travers-là, qui nous empêchait de faire de nos ressources ce qu'il fallait au profit de tout le monde, on les a quittés. D'accord? À partir des réformes de 2016. Personne ne va souhaiter aujourd'hui qu'on retourne en arrière. J'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure qu'il faut partir à zéro. Non. Nous avons un soubassement. Nous avons... Parce que, comme le dit le président Talon, les sacrifices, c'est tout le monde. Hein. C'est tous les Béninois. Avant, on n'achetait pas dans les petits bars pour avoir une facture, comment on appelle facture? Facture normalisée. Ce qui signifie que au trésor ou bien aux impôts, ce que vous faites est déclaré et que vous allez pouvoir payer les impôts qu'il faut là-dessus. C'est ce que ça signifie. Et donc, on ne peut pas dire que après le président Talon, eh bien, nous allons retourner à ces choses-là, à mon avis. Parce que sinon, il y aura toujours réforme et réforme, si je voulais en parler, non. Une nation évolue. Une nation évolue. Et tout ce qu'il y a eu dans son histoire constitue des acquis. Constitue des acquis. Et c'est à base de ça que la nation avance. C'est pour ça d'ailleurs que la dernière fois où une situation a failli arriver, pour tout remettre à zéro, pour que tous nos acquis démocratiques soient balayés de revers de main. Je voulais parler du coup d'État de 7 décembre. C'est ce qu'on avait vu à travers cette manifestation-là. Ce qu'on avait vu à travers ce coup d'État, c'est la remise en question de tout ce que nous avons eu à faire. Or, si nous avons mis nos ressources, nos finances sur un niveau aujourd'hui, c'est parce que nous avons accepté le sacrifice. C'est parce que depuis 2016, effectivement, nous avons accepté le sacrifice. Et ce sacrifice-là, le bénéfice doit être pour nous tous, au profit de l'État. Donc, moi, je ne veux pas craindre que, après le départ du président Patrice Talon, que les acquis vont disparaître. Non, c'est pas ça. Parce que, vous savez, l'évolution sociale, elle est telle que c'est difficile de retourner en arrière. C'est difficile de retourner en arrière parce qu'elle voudrait être toujours progressiste. Et donc, l'inquiétude ne serait pas là, mais Joël l'a dit, ce qui est sûr, la méthode peut-être va changer, le rapport avec les hommes, le rapport avec les institutions, parce que oui, celui qui viendra n'est pas exactement Patrice Talon. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les fondamentaux de la République doivent continuer et les efforts doivent être faits dans ce sens-là pour que nous ne puissions pas dire finalement on a souffert pour rien parce que tout est laissé à l'eau. Je ne pense pas que le peuple béninois soit prêt de vivre une situation comme ça. Ce qu'on veut, c'est qu'on puisse faire, et le président Talon le disait, je voudrais que celui qui viendra après moi, mon souhait est qu'il puisse faire mieux que moi. Ceux qui justement sont dans la course pour lui succéder, sont Romiel Ouadani et Paul Rouquet. Aujourd'hui, ils vont donc faire la bataille dès avril prochain. Si on s'arrête un peu d'abord sur le profil de Romiel Ouadani, Agapit Napoléon Maforican, l'incarnation de la rigueur et d'héritier du bilan de Patrice Talon peut-il être déjà à son niveau le garant
du miracle et le fonceur de la démocratie du développement tel que assumé par Patrice Talon? Je n'ai pas envie de personnaliser au départ, mais je note toujours une displicité du discours chez les Béninois. Et Georges vient de ramasser, bon d'accord, il doit changer ses rapports avec les hommes, il doit faire ça. Mais il y a des doucans, pour quand on est alors, on vaut. Donc, avant, à l'homme. Avant, oui, on se voit, on se tapote. Ah, Georges, ah, Joël, d'accord. Mais Georges Dougan, c'est plus Georges, c'est le chef. Moi, je te prendrai. Non, la fonction a un contenu et une posture. Et si on se retrouve en dîner ou en déjeuner au salon, même si je vais dire Georges, en regardant ton visage, je saurais que c'est quand même pas Georges, c'est quand même le président de la République. Ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, les résultats du Patrice Talon sont dans la manière avec laquelle il a conduit sa gouvernance. Alors, celui qui va le succéder, il va faire quoi? Garder la ligne dure, maintenir le rythme de la rigueur. Ça veut dire quoi? Qu'on va toujours traquer les corrompus, traquer les cybercriminels, traquer ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour vous injurier, les harcèlements par voie électronique. Au niveau politique, on est parti pour 7 années, 7 ans, et il faut un seuil de représentativité de 20% par circonscription électorale en 2033 pour être... Donc les règles d'aujourd'hui sont là. Comment vous voulez quelle flexibilité on attend du nouveau président? Il va sous Patrice Talon, les salaires étaient augmentés spontanément sans revendication. Il va revenir sur les lois de grève. Il va revenir sur quoi fondamentalement? Que la gouvernance Talon a pu mettre en place pour atteindre les objectifs. Et lui sera nouveau. D'accord. Non, je connais. C'est la même chose quand Patrice Talon venait en 2006. J'ai vu toute la liesse, j'ai vu les gens à bon nom, j'ai vu tout ça. C'est les mêmes personnes qui ont commencé par dire un certain nombre de choses sur les réseaux sociaux parce que chacun a ce petit agenda derrière l'arrivée de quelqu'un. Donc, tout le monde dit aujourd'hui, je soutiens Wadaï, je soutiens Rompé. Chacun garde l'espoir d'être là, enfin, d'avoir son temps aussi, et son espace. Il y a les partis politiques, il y a les mouvements, il y a les personnalités. Et j'en entends dire, oui, je soutiens Wadaï, je ne vais pas dire que je soutiens la politique de Patrice Talon. Mais voilà que Patrice Talon a conceptualisé son système. Et qu'aucun ne peut s'en délier sans toucher à la structure. Je ne parle même pas de la superstructure. Il ne peut pas rester dans le miracle, dans le nouvel état d'esprit, dans le rêve, dans le chemin, notre chemin qu'on a trouvé. Il ne peut pas s'en accommoder sans toucher. S'ils veulent toucher pour plaire, on va passer à un autre modèle. Donc, la question, oui, le timbre d'un Wadaï ou Hunkwe ne peut jamais être le timbre de Patrice Talon. L'élégance d'un Wadaï, l'élégance de Hunkwe ne peut jamais être l'élégance de Patrice Talon. Et chacun a sa manière de faire qu'on va découvrir avec les nouveaux présidents. Mais il va rester toujours qu'il va appliquer une politique de rigueur. Enfin, en tout cas d'exigence, pour que nous puissions atteindre. On doit garder le cap pour atteindre les résultats. Parce que l'équilibre est toujours fragile. L'édifice n'est pas encore solide. On a traversé des zones de turbulence. On a atterri, mais ce n'est qu'un atterrissement d'étape. L'atterrissement peut-être final, d'abord, avant de lancer notre vol, c'est Bénin 2060, un monde de splendeur. Pour atteindre ce monde de splendeur, on ne peut pas à chaque fois retoucher ce que nous avons solidement bâti. Donc, quelle que soit la personnalité, Wadaï a travaillé avec le président Talon. Donc, a priori, on va dire qu'il va appliquer sa politique. Bien. Après, il est Robien Wadaï avec sa posture, sa personnalité, peut-être sa manière de voir la gouvernance. D'accord. Mais il est emmuré, et lui,
et Rumpé, même si c'est un parti des démocrates qui arrive, même si il sera emmuré dans l'édifice tel qu'il est construit actuellement, parce que, Georges l'a dit, il est construit par tout le monde, même ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont dedans. Donc la personnalité de Wadahi, quel que soit l'héritage qu'on lui donne, quel que soit l'actif ou le passif qu'il a, c'est évident que c'est peut-être son génie qui apportera la touche qui fera de lui dans 7 ans un président qui aurait fait mieux que Patrice Talon, comme Georges le rappelait. Et justement, la question, elle est à vous, Georges Anagono, puisque vous m'informez que vous devez nous fausser compagnie, puisque vous avez une urgence. Voici votre question. Nous sommes toujours sur la pérennité de ce modèle et je demandais si Romuald Wadahi, puisqu'ils sont deux, je suis d'abord sur Romuald Wadahi, pourrait être le garant de cela, tout en cherchant, pourquoi pas, répondre à ce que Patrice Talon appelle nostalgique rétrograde. Vous savez, dans l'histoire humaine ou la condition humaine a montré que quelqu'un d'autre qui vient vous remplacer ne pourra jamais faire comme vous. Ne pourra jamais faire comme vous. Le souhait du président Talon, c'est de dire que celui qui viendra après moi, il faudra qu'il fasse mieux que moi, pourquoi pas. Et moi, je disais que pour ceux qui vont venir, je vais parler d'aujourd'hui, on peut dire on a 2 candidats, ça c'est connu. Ils n'arrivaient pas encore aux choses qu'on n'avait pas espérées. Donc ce serait ou Wadahi ou Rumpé. Ils sont, Wadahi, pour Wadahi, est beaucoup plus proche du président de la République. Comme Agapit l'a dit, il a travaillé tout le temps avec lui, donc il a quand même acquis une certaine posture d'homme d'État auprès de cela, mais qu'on a montré dans l'expérience humaine ou sociale que des gens sont sortis de ça, mais sont devenus finalement différents. Parce que même quand on voit ce qui est passé autour du président Talon jusqu'à aujourd'hui, des gens à qui il avait exposé son idée et qui étaient d'accord avec lui, qui ont crié haut fort, c'est le système qu'on va avoir. J'ai vu une analyse, quelqu'un disait tout à l'heure que ceux-là, au fait, ils sont tous loin de lui aujourd'hui. Ils sont plus. Cela veut dire que ceux-là, ils ont changé en cours de chemin. Ce sont des hommes et qu'ils ont certainement changé de vision ou changé de méthode, surtout de vision, parce que c'est Patrice Talon qui est à l'œuvre, qui est à la manivelle, donc c'est pas eux. Donc ils ont changé. Donc c'est comme ça que l'homme est changeant, en réalité. Si l'homme est changeant, effectivement, qu'on aura besoin, si chaque président de la République, en réalité, a toujours envie de marquer son mandat, a toujours envie de dire, moi j'ai laissé quelque chose qui est différent de ce que l'autre a laissé. C'est cela aussi la condition humaine. Et c'est pourquoi moi je me disais avant que c'est vrai que la tâche sera difficile pour que ce soit Romuald Wadahi, lui d'abord, et Paul Rumpé. Parce que Paul Rumpé, Agapit disait muré comme ça, mais il n'est pas resté dans le système. Système dont on parle aujourd'hui a essayé aussi construire un peu avec Wadahi, étant dit qu'il a assumé les finances de ça jusqu'à la fin. Donc il a financé ça jusqu'à la fin. Lui serait encore un peu plus lié que Paul Rumpé, qui va carrément, peut-être dans l'intention de vouloir faire mieux que Talon, on peut aussi, dans cette intention-là aussi, passer à côté. Parce qu'on veut marquer son passage, on veut marquer son territoire. Donc, c'est pourquoi je parlais même si ça n'a pas plu peut-être un peu à Agapit tout à l'heure, des relations humaines, des fréquentations de chaque président. Tout ça là va influencer la gestion quotidienne de l'État qu'il aura. Mais je suis d'accord avec lui que nous puissions souhaiter que là où nous en sommes arrivés avec le président de la République, avec le sacrifice de tout le monde, ce qu'il faudra, c'est qu'il faut aller de l'avant. Quand nous allons partir de l'avant, quelles sont les obligations que ça va nous amener? Quelles sont les difficultés que ça va nous apporter? Je ne peux les définir aujourd'hui. Mais toujours est-il que, voilà, dans une certaine mesure, on verra autre chose. Parce que c'est d'autres hommes qui seront à la chose là. Mais on ne va pas souhaiter qu'il faut perdre ce que nous avons pu obtenir jusqu'à aujourd'hui. Merci à vous, Georges. Je vous laisse à présent partir pour régler votre urgence. Nous vous retrouvons mercredi prochain, si Dieu le veut. Allez, Joël, c'est à vous à présent. Nous sommes sur
la pérennité de ce modèle-là. Nous avons 2 candidats qui sont dans la course. Georges et Agapit ont parlé de Romuald Wadaï. Dans le même temps, il y a ces personnes qui sont frustrées dans ce modèle-là. Alors, le nouveau venu cherchera à imprimer sa marque, etc. Comment le faire sans toutefois tourner dos à ce développement amorcé qu'on voudrait qu'il reste dans cette démocratie de développement? C'est la question. Le nouveau venu, ce sera dans 6 mois, en mai, et un peu avant, pendant la campagne. Certainement qu'on en saurait un peu plus. Mais bien que nous soyons en régime présidentiel, donc où le poids du président de la République est quand même assez déterminant dans la conduite de la nation, je m'en voudrais de ne pas passer par perte et profit les partis politiques qui ont une belle occasion de se rappeler à notre souvenir, à notre attention en janvier avec les législatives. La question est vraiment de savoir comment est-ce que ces coalitions vont exister, vont prendre et vont être perçues par l'électeur lui-même. Donc, au finish, qu'est-ce que l'électeur va souhaiter dans tout ça? Pour que celui qui va être élu au finish comme président de la République en retienne quelque chose et sur quoi s'appuyer. Il y a un héritage, certainement, il y a un héritage incontestable laissé par la gouvernance Talon. Si c'est M. Wadaï, il en connaît un peu le mode d'emploi. Il aura les coudées un peu plus franches, a priori, pour s'affirmer. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et peut-être même qu'il ne le fera qu'appliquer la part de travail inachevé sous le président Patrice Talon. C'est inévitable. Et enfin, peut-être également, ou sinon certainement qu'ils vont s'entendre sur les petites touches qu'il sera urgent de mettre en place. De M. Rompuy, si c'était lui qui était élu, le souci de rupture serait beaucoup plus tangible, la volonté de se démarquer, non seulement depuis la campagne électorale, pour pouvoir exister, autrement que comme disait le président Yaïboni, la troisième force de Patrice Talon. Donc, à force de vouloir prouver la différence, chacun d'eux peut se perdre, comme nous révéler ou se révéler sous un jour encore plus intéressant, plus inédit. Nul ne le sait. Mais autant que le président Talon lui-même a dit que les partis politiques ne portent pas de différence fondamentale, et tant est que nous ayons réhabilité les partis politiques à travers la réforme du système partisan, il va falloir qu'on ait une forme de prévisibilité, un minimum de stabilité et beaucoup moins de chamboulement. Donc il n'y aura pas de révolution. Il y aura d'une manière ou d'une autre une forme de continuité dans le changement. C'est ce que humblement m'inspire la situation actuelle, sauf cataclysme. Et qui sait, la machine peut s'emballer comme elle peut rester à ronronner. Et ça va dans le choix des hommes, des équipes plus précisément. Comment est-ce qu'on met en place les équipes? Comment est-ce que les gens se supportent et interagissent? Et ça a été déterminant dans le succès qu'on prête actuellement au président Talon. Stabilité, mais synergie des équipes. Et quel va être le rôle des agences par rapport à l'administration? Il y a des choix qui vont déterminer probablement une manière de gérer le pays ou non. Il y aura des redonnes sociales, probablement, à moins qu'il y ait un tour de ceinture à serrer en plus. Oui, c'est des marges. Et au plan politique, on ne le dit pas assez, peut-être y aura-t-il discussion assez ouverte
sur les seuils de représentativité, bien que le président Talon ait affirmé avec assez d'énergie que c'est un point qu'il faudrait garder. Mais lui-même, avec le recul, peut-être pourra-t-il admettre qu'il est nécessaire de faire quelque chose à ce niveau-là. On parle des personnalités politiques qui sont ou en exil ou en prison. Il y a forcément des questions qui vont être discutées autant dans les couloirs, dans les coulisses que sur la place publique, selon des arrangements qui seraient convenus entre les uns et les autres. Donc il y a une part d'ouverture comme une part d'incertitude. Que ce soit l'un ou l'autre agapite Napoléon Bafoué-Cain, justement, ne faudrait-il pas gérer définitivement ces frustrés pour que nous puissions définitivement quand même tourner d'eux à nos vieux démons? Je ne peux jamais gérer définitivement des frustrés. Dès que vous réglez le problème d'un frustré, vous créez un autre frustré. L'action humaine engendre des frustrés. C'est refuser d'agir qui n'est pas normal, et surtout lorsqu'on a un chef. Et c'est là tout le mérite du Patrice Talon. C'est d'avoir compris qu'il devait agir pour atteindre des objectifs et pour tourner dos justement à nos vieux démons de l'immobilisme, de la compromission et de l'anarchie. Et ce faisant, il a poussé très loin, à mon humble avis, son abnégation, sa volonté. Il a élargi le cercle dans lequel il a évolué par rapport à ces choses. Parce qu'il était dans le bon rôle de jouir aussi du pouvoir et du parti. C'est-à-dire de faire des galas tous les week-ends, parce qu'il est venu bien entouré. C'était un homme accompli, je veux dire, au moins il venait. Il aurait pu créer les concepts, mais n'a jamais suivre leur évolution, et après dire qu'il a été bloqué, que ce n'est pas sa faute. Bon. Et donc c'est dédouaner et avancer. Et il aurait été le président populaire que les gens attendent, mais ne vous l'aurez pas les mêmes qui aujourd'hui trouvent que c'est difficile, vont dire que c'est de l'immobilisme, c'est l'absence. Donc, lui il a choisi d'agir pour atteindre des objectifs. C'est ce que les autres doivent faire aussi. On n'a même pas besoin de lui dire, quel qu'il soit, le nouveau président doit tenir compte de l'état d'esprit d'aujourd'hui. Et cet état d'esprit, même si dit le concept Talon n'est pas théorisé sur la gouvernance politique du Bénin, mais habilement, ça a quand même pris corps dans la révision de la Constitution. Le Sénat qui est là, la trêve politique, les deux jugulent déjà, ils jugulent la chamaille. Ils encadrent la chamaille. Donc, tant que cet ordre continue, et je ne vois pas en quoi Paul Boué ou Robert Wallet ou Paul Boué peut remettre en cause l'ordre actuel. Donc, à partir de là, a raison lorsqu'il dit qu'on a atteint un point de non-retour. On ne le souhaite pas. Les accidents comme ce qu'on voulait avoir, on allait avoir le 7 décembre, il faut les repousser loin. Et tant que ces accidents sont repoussés loin, selon moi, tant que ces accidents sont repoussés loin, je pense que nous sommes dans une nouvelle ère, c'est l'ère du Patrice Talon. L'ère où il a dirigé le pays deux fois 5, donc 2 quinquennats de Suisse, mais où ces suggestions sont tenues de ne pas chambouler la structure et de garder le mécanisme tel qu'il est, sinon on va désagréger le dispositif. Donc, ils ont beau avoir leur personnalité, ils vont mettre leur personnalité dans la gestion, mais le concept est là. D'accord. La démocratie de développement. En fait, nous devons utiliser les outils, les instruments démocratiques, non pas parce qu'on a envie de se pavaner, mais parce qu'on doit atteindre le développement. Le développement est comme objectif. La démocratie est comme moyen. La question, entre l'objectif et le moyen, qu'est-ce qui est le plus utile? C'est l'objectif. Et donc, s'il faut que la démocratie soit un peu corrigée, il le sera. Et sans doute, on comprendrait
qui le fut, qui le soit. Et c'est là on répond à la question thématique avant de sortir de nos échanges. Conceptualisé ou pas, Joël Ataï-Guédégbé, la démocratie comme facteur de développement restera l'héritage de Patrice Talon pour pérenniser le miracle béninois. L'héritage, oui, à condition qu'on se l'approprie. Il a indiqué à l'ensemble de ses concitoyens, donc au peuple béninois, la voie à suivre. Et il n'a pas réinventé la roue en l'espèce en faisant allusion à la jarre trouée du roi Guézo, qui appelle que tout le monde de ses doigts vienne boucher cette jarre-là pour sauver le pays. Donc ce sursaut patriotique est plus que jamais d'actualité. Et personne ne saurait en être dispensé. Quant à la classe politique, elle doit renoncer aux privilèges, comprendre effectivement sa mission comme mission de service à partir des instruments démocratiques pour atteindre le développement. Et si les choses se font en l'espèce, oui, le Béninois doit pouvoir être fier d'avoir retrouvé une perspective. Le président Talon n'a pas parlé d'infrastructure, de nombre de kilomètres asphaltés, de nombre de ministères, classes construites. Non. La question n'est plus à ce niveau. Et il l'a dit d'ailleurs. La question est dans l'intériorisation de l'exigence de l'effort, du sacrifice. Il est cardinal que nous remettions l'effort, le travail au cœur de la vie publique. Sous cette condition, il n'y a pas de raison que nous dégagions des richesses, que nous le produisions beaucoup mieux qu'avant. Peut-être va-t-il falloir apprendre à être plus efficient. Ça, c'est peut-être encore ce qu'un Wadagni, un Ompé ou que sais-je encore, les équipes qui les entourent, vont devoir avoir à cœur de faire pour que, chemin faisant, à chaque jalon, le Béninois soit fier d'être Béninois, qu'on nous envie ou qu'on nous déteste de l'extérieur. Mais ça, c'est le défi commun qui nous est lancé à travers le départ prochain du président Talon du pouvoir, ou en tout cas de ce niveau du pouvoir, puisqu'il sera au Sénat. Il a annoncé son intention d'y siéger quand même, avec quelques autres anciens. Là encore, le Bénin est probablement en train d'inventer sa démocratie à lui. Rendez-vous dans, je ne sais pas, 7 ans, pour évaluer, ou dans 7 mois, que sais-je. En cas, dans 6 mois, lui, il aura passé le témoin. Oui, il aura passé le témoin. Alors, rapide appel africain, c'est pour sortir. Le modèle de Patrice Talon, devenu aujourd'hui irréversible. En 90, la devise n'était pas de développement sans démocratie. Et tous les pays africains, surtout francophones, ont été amenés à mettre en place des régimes dits démocratiques. Mais les mêmes régimes ont eu les travers de leur mise en place. C'est-à-dire, le modèle bâti qui est par la séparation des pouvoirs, constitution, pluripartisme, séparation des pouvoirs, tout ça a été fait. Mais les systèmes ont été dévoyés. Les parlements ont fonctionné, ont voté des lois, ont voté des révisions des constitutions, comme c'est prévu, et on s'est rendu compte des limites de ce système. Alors, ce faisant, on voit qu'il y a des failles dans la structure. Donc, quand Boni Yahi a parlé de la dictature du développement, c'est de dire en réalité que le développement prime sur toute autre chose. Et que ce n'est qu'après le développement qu'on peut rêver. Donc s'il faut l'imposer, on le ferait. C'est ça le changement. Ça n'a pas marché. Il n'y a pas de refondation. Mais c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous refondons. Tout est refondé. Et lui, il ne suit plus. Donc le modèle de Patrice Talon, c'est que le développement est la voie idoine qu'un peuple doit choisir pour se rendre indépendant, pour se rendre libre et donc pour exercer convenablement les leviers d'un pouvoir démocratique. Il faut se développer, il faut avoir un minimum pour être libre.
Il faut avoir un minimum pour être souverain. Il faut avoir un minimum pour être autonome. Il faut avoir un minimum pour avoir à placer sa voix, donc pour avoir voix au chapitre. Ce minimum ne peut advenir que par le travail qui conduit au développement. Donc pas une discipline, pas une manière de faire, pas une rigueur, pas un certain nombre de mécanismes, donc pas la définition de nos objectifs. Donc on définit les objectifs, trouve les moyens pour le faire, on travaille pour les atteindre et on s'assume. Dès lors, on devient. Mais on ne touche pas aux structures démocratiques. On n'a pas remis en cause les libertés. C'est peut-être ce qui prime, ce qui tranche avec la dictature du développement, que les gens ont pu prendre qu'on instaure une dictature politique. Ici, l'accès est mis sur le développement, mais en lien avec la démocratie. Donc on façonne notre démocratie en lien avec le développement. La démocratie doit nous conduire vers le développement. Réellement, il faut faire des réglages, on le fait, c'est ça qu'on a fait. Maintenant, nous avons fait opérer une révision de la Constitution pour essayer d'éviter qu'on se perde à nouveau. Après maintenant c'est dans le comportement des hommes. Il n'y a pas un livre vert sur la démocratie du développement. Il n'y a pas un livre blanc sur la démocratie du développement. Donc il n'y a pas une conceptualisation claire et théorique, je veux dire, pour me répéter. Mais il y a quand même des actions. Il y a quand même une démarche qui a été inspirée depuis 2016 et qui a été traduite par les différents textes de loi qu'on a pris, les révisions de la Constitution, les deux, et des pratiques aujourd'hui qu'on peut implémenter, notamment la trêve politique. Moi, je pense qu'on a la croisée des chemins. On a cherché nos voies. On a semblé avoir trouvé la bonne. Tout le monde n'est pas encore prêt, peut-être. C'est normal. Certains vont rester sur le quai de la gare et peut-être vont rejoindre le cap par le prochain train. Les autres qui y sont, il faut qu'ils redoublent du travail. C'est là que moi je vais interpeller les partis politiques. Nous allons parler des postures des présidents qui vont arriver. D'accord. Mais vous voyez, c'est les partis politiques aujourd'hui qui ont les cartes en main. Il faut qu'ils travaillent. Je pense qu'il faut qu'ils sortent de leur zone de confort. Si quelque chose doit changer, c'est que les partis doivent asseoir maintenant leur démocratie à l'interne. L'exigence de redevabilité vis-à-vis de l'opinion publique. S'ils ne le font pas, c'est eux qui vont déconnecter l'appareil. Les partis ont un grand rôle à jouer. Et il faudrait qu'ils s'en convainquent. S'ils jouent leur rôle, si le nouveau président qui viendra joue son rôle dans le cadre du mécanisme aujourd'hui en place, je pense que nous pouvons dire vraiment que notre voie est irréversible. L'avancée est irréversible. En attendant, je pense que Patrice Talon, lui, il a fait pour lui. On peut saluer l'artiste et dire, ou bien le combattant, en disant qu'il a combattu le bon combat. Il est venu au seuil de ses forces, de ses limites. Il a fait de son mieux. Les regrets, il y en aurait toujours. Mais il peut dire, j'ai fait de bon job. Quant à ce que les gens le portent en triomphe, je pense que, et je conclue par là, ne pas le faire, c'est ne pas savoir reconnaître les mérites et la manifestation du génie en chacun de nous. Je pense que le génie en Patrice Talon lui a permis de faire tout ça. Et en partant, il a essayé de dire, tout le monde n'a peut-être pas cette chance que moi j'ai. Moi, je veux dire, tout le monde n'a peut-être pas ce génie qu'il a. Et on peut en trouver de meilleurs, comme on peut en trouver de moins. Mais le peu qu'il a mis là, le peu qu'il a laissé, permettra au pays vraiment de se maintenir sur le cap. Donc, pour moi, il est déjà porté en triomphe. En tout cas, vous le portez déjà en triomphe. Au-delà de vous. Merci déjà à Agapit Napoléon Bafoué-Camp. Merci Joël Ataï Bédégué. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, ainsi se referme ce numéro du Forum politique. Il s'est fondé ou basé sur cette démocratie comme facteur de développement annoncé par Patrice Talon lors de son discours. Nous avons essayé de passer de la question du miracle, le nouvel État
d'esprit béninois pour en venir à cette question et comment la pérenniser. Vous avez écouté nos experts là-dessus. Merci aussi à Georges Anagonou qui a dû nous fausser compagnie en fin d'émission pour aller régler une urgence. Mesdames et messieurs, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un autre numéro de votre forum politique. Le temps pour nous de vous rappeler que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques. Vous pouvez nous suivre sur le www.etelebena.com, sur notre chaîne YouTube Etelebena et sur notre application que vous pouvez télécharger, Etele avec vous, pour vous. Très belle soirée et bonne suite de nos programmes. Au revoir. Joyeux Noël, mesdames et messieurs. Bon, tant qu'on ne chante pas. On peut toujours chanter, hein. On est à nos enfants. Surtout les petits enfants. Allez, mesdames et messieurs, à très vite.